Déjà aussi, je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux parce que, comme l'a dit Léa, pour moi c'est assez impressionnant de me retrouver ici face à autant de monde. J'ai pas trop l'habitude. Je suis doctorant depuis pas très très longtemps au laboratoire Culture Constructive qui fait partie de l'unité de recherche AECC avec Crater. Du coup, pour cette séance, j'ai décidé de proposer une sorte d'introduction générale. Donc il y aura un petit peu de philosophie, on va essayer de remonter un petit peu l'histoire de cette notion d'utopie, et puis dans une deuxième partie, être un petit peu plus concret et entrer dans la manière dont j'aborde l'utopie dans ma thèse et le lien avec les infrastructures de transport. Et j'espère que la première partie pourra vous servir aussi pour le reste du cycle de conférences. Donc, pour commencer par le vif du sujet, le terme d'utopie, il a été communément, on dit qu'il a été inventé par Thomas More dans son ouvrage Utopia, ou le traité sur la meilleure forme du gouvernement en 1516. Et du coup, j'ai essayé de faire un petit historique assez rapide, en partant des définitions de l'utopie pour déjà poser que dans le langage vernaculaire, l'utopie, c'est une société qui est imaginaire, et du coup qu'on ne peut pas retrouver dans la réalité. Et ça, c'est l'un des points qui questionnent énormément l'utopie. Est-ce que les utopies sont possibles et peuvent se réaliser aujourd'hui? Et puis faire la distinction entre deux types d'utopie. La première qui serait l'utopie, à savoir une utopie positive, une utopie qui serait inventée pour qu'on ait envie de vivre dans cette utopie-là, et à l'inverse une dystopie, une utopie négative, qui serait un monde dans lequel on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a souvent un état totalitaire qui se met en place, et une oppression qui est mise sur les personnes qui participent et qui habitent dans ce monde-là. Donc pour citer un exemple assez simple d'utopie, on peut avoir le mythe de l'Atlantide, par exemple, avec ce lieu qui est imaginaire, absolument magique, où on rêverait sûrement tous d'habiter. Et puis, à l'inverse, la dystopie, si on va chercher du côté du cinéma, il y a par exemple le film Metropolis de Fritz Lang, dans lequel on sent qu'il serait peut-être pas bon d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Ou encore le film Soleil Vert, où là encore, c'est une autre forme d'utopie, du coup, mais qui serait négative. Donc je l'ai dit, l'utopie, c'est une société imaginaire dans le langage commun, et c'est dû cette confusion peut-être directement au fait que trouver l'épistémologie du terme est assez compliqué. L'utopie, c'est topos, qui veut dire lieu, tout simplement. Et là où il y a un souci, c'est qu'on ne sait pas si devant c'était ou, et ou en grec ça veut dire non, ou si c'était et ça veut dire bien. Et du coup, ça change énormément de choses, parce que si c'est le non-lieu, c'est le lieu qui n'existe pas. Et du coup, on l'a un peu dans l'os, quoi. L'utopie n'est pas réalisable, elle n'existe pas. Mais si c'est le qui est pris en compte, là c'est le bon lieu. Et ce bon lieu, c'est le lieu du bonheur, le lieu qu'on a envie d'atteindre, et ce lieu n'est pas forcément absent de la réalité. On peut essayer de tendre vers celui-là, on peut essayer de le construire par des expériences, et on va le voir, les différentes expériences qui ont été menées, ou par des projets aujourd'hui plus actuels d'urbanisme ou d'architecture. Donc cette présentation sera division très simple, deux grandes parties. Une première partie où je reviendrai sur ce que beaucoup d'auteurs appellent les 4 temps de l'utopie, avec une période sur la philosophie antique, et j'ai choisi de prendre l'exemple le plus commun qui est Platon. Et d'ailleurs, je vais être très méchant avec Platon. Ensuite, la Renaissance, Thomas More. Là, je serai plus gentil avec Thomas More. Et ensuite, on verra le parallèle entre les deux. Les grandes utopies du 19e siècle, qui pour certaines d'entre elles ont été réalisées. Et on verra dans quel cadre elles ont été réalisées. Avec Owen, Fourier, Étienne Cabet. Et on verra surtout qu'est-ce qui a motivé ces utopies. Ces utopies, elles ont été motivées par une situation, et on se penchera rapidement sur cette situation, et puis enfin se demander aujourd'hui quelle serait l'utopie. Et puis dans une deuxième grande partie, ce qui est le cœur du cycle de conférences, essayer de voir la place de l'utopie dans la recherche, qu'elle soit urbaine ou architecturale, en voyant la forme de la ville idéale et le lien qu'il y a avec les infrastructures de transport pour ce qui concerne mon travail de thèse.
Donc la première partie, les 4 grandes périodes de l'utopie, avec un S à utopie, puisqu'on va voir qu'elles prennent des formes très très variées et qui sont vraiment très différentes les unes par rapport aux autres. Donc la première utopie, je l'ai dit rapidement, c'est la République de Platon, qui date de 315 avant Jésus-Christ à peu près. Platon qui est au centre du tableau ici de Raphaël. Et donc pour lui, ce qui forme l'utopie et ce qui forme la cité idéale qu'il essaye de mettre en place, c'est de donner le pouvoir politique aux philosophes. C'est son idée principale, c'est que le philosophe est un philosophe roi, c'est lui qui dirige, et c'est lui qui est censé amener la cité à se développer dans le bon sens. Le philosophe est un guide, et le but de ce guide, c'est d'amener le reste de la population à la lumière de la connaissance et à l'idée du bien, pour citer Platon dans son ouvrage sur la République. Donc le recrutement de ces dirigeants se fait, selon Platon, en fonction de leur aptitude naturelle. Et là, on commence à voir que c'est un petit peu particulier, quelle serait une aptitude naturelle pour être un dirigeant, pour être un philosophe roi. D'ailleurs, s'il y a des aptitudes naturelles, il est difficile de sortir de la case dans laquelle on a été mis. Et du coup, la hiérarchie qui a été établie est assez statique, et on évite de sortir de la case dans laquelle Platon a bien voulu nous mettre. Donc il distingue 3 éléments qui, pour lui, caractérisent chacun de nous, trois caractéristiques de l'âme, je ne sais pas vraiment comment dire, de l'esprit humain, pour le dire autrement. Pour lui, ces 3 éléments sont l'appétit sensuel, le courage et la raison. Donc l'appétit sensuel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui caractérise l'artisan, c'est ce qui caractérise l'agriculteur, c'est le travailleur, pour le dire de manière toute simple. Ce caractère-là nous range dans la classe des travailleurs. La deuxième, le courage, et là c'est peut-être un petit peu plus simple, le courageux c'est le guerrier, c'est celui qui va se battre, c'est l'armée, et c'est le combattant. Et puis la raison, qui dans l'esprit de Platon se situe quand même un petit peu au-dessus, c'est le philosophe, et c'est celui qui va essayer de diriger et d'amener le reste de la population à s'élever. Donc il y a bien d'un côté les dirigeants, qui sont les philosophes, et de l'autre côté le reste du peuple. La classe des gouvernants sont les garants de la perpétuité et la continuation de la cité idéale. Donc comme je l'ai dit, c'est une société qui est très homogène et la multiplicité n'est pas vraiment souhaitée. Une fois qu'on est dans une classe, on n'en sort plus. L'individu n'existe que par son rôle qui lui a été donné et du coup l'ensemble des citoyens doivent tendre vers un seul et même but, qui est le maintien de la cité idéale. Pour ce faire, et j'ai vu que vous aviez eu un cycle sur la famille en début des cycles justement de l'université populaire, Platon décide d'abolir la famille purement et simplement, et ce serait une communauté de femmes et d'enfants qui vivraient en commun, avec du coup les enfants qui ne seraient ni élevés par leur mère ni élevés par leur père, qui ne les connaîtraient pas et qui seraient des enfants de la cité uniquement, et ça s'arrêterait là, l'individu est réduit à son rôle de citoyen. Par ailleurs, Platon voit bien que sa cité risque d'avoir des soucis et il décide de la limiter en nombre, et donc il essaye d'arriver à un état stationnaire de la population. Par ailleurs, il n'hésite pas à éliminer les enfants qui seraient infirmes et qui auraient des difficultés à vivre correctement. Donc l'intérêt général de la cité prévaut sur les intérêts de l'individu. Et je vais citer une phrase de Platon qui est présente dans la République. « Il faut, selon nos principes, rendre les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes de l'élite, et très rares au contraire entre les sujets inférieurs de l'un ou de l'autre sexe. » Du coup, il s'agit bien de faire procréer et de faire accroître la classe des dirigeants qui est la seule à pouvoir amener la cité à perdurer. Donc là, je fais un procès à charge sur ce cas de Platon, et je reprends du coup les 2 plus grands critiques de la République de Platon, que sont Karl Popper et Éric Wilquin. Et pour eux, ils se posent la question de savoir effectivement si c'est une utopie, cette République, une utopie, un bon lieu, ou si au contraire c'est l'enfer et c'est une dystopie.
Donc les principales critiques que font ces auteurs à Platon concernent, pour Wilquin principalement, le fait que Platon est contre la démocratie. La démocratie naît lorsque, après leur victoire, les pauvres mettent à mort certains nombres d'habitants, en expulsent d'autres et font participer ceux qui restent à égalité au régime politique et aux charges de direction. Par ailleurs, Platon fait partie et défend l'oligarchie, et donc il est contre la fin de l'esclavage qui est en place à l'époque à Athènes. Pour défendre ce point de vue, dans la République, il utilise l'image du médecin ou l'image du navigateur qui, si on mettait un non-spécialiste à sa place, le navire irait s'échouer sur les récifs et le malade finirait assez mal, et du coup, les résultats seraient désastreux. Je cite encore Platon, « Si nous prenions le parti de nous réunir en une assemblée qui comprendrait le peuple tout entier, afin de permettre aux non-spécialistes, ainsi qu'à tous les gens d'autres métiers de venir s'expliquer à la tribune, alors la situation serait invivable. » Donc c'est la première critique, je vous ai laissé la petite citation, c'est qu'il serait antidémocratique. La deuxième critique, c'est donc les accusations d'eugénisme, où Platon aurait recours à des méthodes pour limiter la population. Pour Wilquin, les classes sociales sont hiérarchisées dans la République de Platon. Il y a une rigidité de l'éducation, une rigidité de la censure, on proscrit l'initiative individuelle, on empêche l'innovation, la fantaisie, on dissocie l'amour et la procréation, et on gère la procréation par l'État. Ainsi, le but, c'est d'avoir une stationnarité de la population et une suppression de la propriété, mais par la suppression de la famille. Finalement, Wilquin note que ces intentions qui étaient à la base généreuses se transforment en un système inhumain et qui mène à l'horreur. Enfin, Karl Popper est encore beaucoup plus critique à l'égard de Platon. Il dit que c'est carrément une dictature, que c'est un État totalitaire que nous propose ici Platon. Et Karl Popper dit que c'est l'ennemi de la société ouverte. La société ouverte, c'est ce que Karl Popper définit comme étant ce vers quoi nous devons tendre. Donc la justice, ce n'est pas l'égalité pour Platon. La justice, c'est l'intérêt de la cité. Et cette cité ne doit pas connaître le changement. Toute évolution engendre une dégénérescence de la cité, et donc il faut rester immobile et ne rien faire. Les classes que je vous ai remises ici sont hiérarchisées, elles sont comme ça, elles ne bougent pas, et le but c'est de les maintenir en l'état. Donc selon Karl Popper, Platon a une nostalgie de l'aristocratie de la société d'Athènes dont il est issu de par sa famille. Donc là on a bien chargé Platon, on est content, et maintenant on va faire des éloges à Thomas More et on verra où ça nous mène par la suite. Donc alors, qui est Thomas More ? Alors, Thomas More, tous les biographes s'accordent pour dire que c'était quelqu'un qui était fin, cultivé, tolérant, généreux, très fidèle. Et du coup, l'utopie qu'il propose, et qui rentre dans le deuxième période de l'utopie, à savoir de la Renaissance à la Révolution française, pardon, et donc il propose, dans son ouvrage Utopia ou le traité des meilleurs gouvernements, une autre utopie que celle de Platon. Il est paru en 1516, cet ouvrage, et il propose un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Je le cite. Et en fait, ce que fait Thomas More en proposant ce pays imaginaire au gouvernement idéal où les gens rêvent et vivent heureux, il fait une critique très acerbe de l'Angleterre de son temps. Puisque la société d'Utopia, c'est sur une île, et cette île, qui est représentée sur la carte ici, a deux principes fondamentaux, la communauté de biens et la démocratie, deux principes que n'a pas l'Angleterre de son époque. Donc cette île est située nulle part, mais par contre elle a des caractéristiques qui nous font penser à l'Angleterre. Le premier de ces caractéristiques, c'est que ce pays est divisé en 54 villes, et il faut savoir que l'Angleterre de cette époque est divisée en 54 comtés.
Par ailleurs, le nom de la capitale de l'île d'Utopia, qui est Amarotum, veut dire la ville brouillard, pardon, et le brouillard, ça évoque inévitablement le brouillard que l'on retrouve sur la Tamise à Londres. Donc en fait, en mettant en lumière tous les bienfaits de cette île, il montre tous les méfaits de l'île d'Angleterre de sa période qu'il critique. Mais qu'est-ce qu'il propose dans cet ouvrage et dans cette utopie? Il propose une île où toutes les villes sont identiques, elles ont un plan, une morphologie totalement identique, une organisation sociale, des coutumes et des lois similaires. L'argent n'a plus de signification puisqu'il y a une répartition qui se fait équitablement par le biais d'une redistribution. Il essaye de combattre la tyrannie et l'oppression par tous les moyens possibles, et l'État se met au service de l'individu afin de faciliter sa vie de tous les jours. Au niveau politique, chaque année, 3 citoyens des villes sont choisis pour aller participer au Sénat et ainsi discuter de la manière d'administrer l'île. Pour ce qui est du travail, et là c'est important de le retenir, il propose un travail de la terre pendant 6 heures par jour, et le reste du temps devrait être consacré à ce qu'il appelle des activités culturelles. Au niveau de l'unité sociologique, on a un retour de la famille, qui est le cœur du système, et qu'il faut préserver afin de faire croître l'île d'Utopia. Si une ville est en perte de population, on va faire venir des habitants d'une autre ville, pour compenser la perte d'habitants. Il y a d'autres idées qui sont très modernes, notamment la prise en compte des malades par la collectivité, la prise en compte aussi des personnes âgées qui sont sans famille, et chacun dispose gratuitement de tout. Au niveau de la religion, plusieurs religions sont autorisées, et la plus importante d'entre elles est celle qui est définie par la vertu et qui est de vivre selon la nature. Donc, après cette présentation, d'une part de la République de Platon dans la première période et d'autre part de l'utopie de Thomas More dans la deuxième période, faisons un petit arrêt pour voir, justement, je vous ai dit que Platon, j'allais être très très méchant avec lui et qu'à contraire, j'allais être plutôt clément avec Thomas More. Et si j'ai grossi les traits, parce que dans Thomas More, il y a des choses aussi, si on creuse un petit peu, qui sont absolument détestables, et dans Platon, il y a plein de très très bonnes idées aussi, donc il faut relativiser. Mais si j'ai grossi le trait à ce point-là, c'est pour noter un point important, c'est qu'il y a une différence essentielle entre la pensée de l'individu dans l'Antiquité grecque et la pensée de l'individu à l'époque de Thomas More. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Châtelet qui, dans son ouvrage consacré à Platon en 1972, dit « Ce que nous nommons aujourd'hui le sujet est considéré par la pensée grecque non comme une intériorité enfermée sur elle-même et qui a par ailleurs un destin historico-politique, mais comme un être individuel certes, indissolublement lié cependant à son statut de citoyen et d'élément du cosmos. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pour simplifier, c'est que l'individu n'existe pas en dehors de son statut de citoyen dans l'Antiquité grecque, alors que pour Thomas More, l'individu est le centre de son système. Cet individu qui s'est libéré entre-temps de tous les dogmes, de toute la religion et du lignage qui jusqu'à présent l'enfermait dans un chemin duquel il ne pouvait pas s'échapper. Donc Platon est opposé à l'individualisme en tant que source de déchirement, et il privilégie plutôt le bien-être de la société tout entière. Ce faisant, la République de Platon ne peut pas être qualifiée de totalitaire pour la Grèce de son époque. Pour Thomas More, il propose une organisation collective qui assure à chaque individu les conditions de l'épanouissement de sa singularité. Donc, comme je l'ai résumé, j'ai tenté de le résumer, la cité platonicienne, c'est le bon fonctionnement des institutions, et Utopia de Thomas More, c'est le bonheur des individus. Chacun de ces deux modèles cherche à mettre en place une société harmonieuse. Donc après, si on continue dans l'histoire, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu d'autres écrits, d'autres penseurs qui ont essayé de penser l'utopie, notamment l'abbaye de Thélème qui est décrit par Rabelais dans Gargantua, ou encore l'Eldorado de Voltaire dans Candide.
Et nous, on arrive à la troisième partie qui se rapproche grandement de nous et qui est celle des utopies du 19e siècle. Et afin de mieux saisir ces utopies, il faut comprendre les enjeux de l'époque. Et ces enjeux, j'ai essayé de les résumer en l'opposition entre deux personnages, d'un côté Adam Smith et de l'autre côté Proudhon. Donc, à la fin du siècle des Lumières, se développent en Angleterre, en Europe, en France aussi, en Allemagne, deux grands phénomènes, deux grands mouvements qui vont avoir des conséquences sur toute la société. Et ces deux grands mouvements, c'est d'une part le libéralisme économique et d'autre part l'industrialisation. Donc à l'époque, il y a un nouvel impératif, et cet impératif, c'est l'accroissement des richesses des nations, avec différents moyens, soit l'accumulation des métaux précieux, l'essor des manufactures, le développement de l'agriculture, et une nouvelle méthode qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre notamment, qui est la volonté d'intégrer dans l'analyse économique tous les aspects de la réalité. C'est Adam Smith qui est à l'initiative du libéralisme économique. C'est pour ça qu'il est ici représenté. Donc parallèlement à ça, il y a le développement également du machinisme, et le machinisme amène à penser différemment la production. On passe d'une production artisanale à une production industrielle, et donc l'industrialisation qui est le deuxième grand mouvement. Division du travail, Adam Smith, pour permettre une rentabilité plus importante, etc. Mais cet esprit industriel et de libéralisme économique va avoir des conséquences dramatiques sur toute la classe laborieuse, avec une disqualification brutale du geste de l'artisan, qui maintenant passe à la machine, une exploitation assez sévère des ouvriers, des conditions de travail assez lamentables, des salaires qui sont ridicules, etc. Et parallèlement à ça, et pour répondre à cet état de fait, se développent, ce qui est de l'autre côté, les premières idées socialistes. Donc là, avec l'idée de reconstruire de manière volontaire la société afin de lutter contre tous les effets pervers, d'une part du libéralisme économique et d'autre part de l'industrialisation. Et donc j'ai pris ce qui a été en France l'un des personnages les plus importants dans la prise en compte par le mouvement ouvrier de ces idées-là, à savoir Proudhon, qui est connu pour avoir dit « la propriété c'est le vol ». En fait, il dénonce l'organisation de la propriété telle qu'elle est autorisée par le droit napoléonien. Il dénonce en fait l'aubaine. Qu'est-ce que c'est que l'aubaine ? C'est le fait, tout simplement, d'avoir le droit de percevoir un revenu sur le travail d'autrui. Donc il explique que le loyer, c'est une sorte d'aubaine, les intérêts, c'est une sorte d'aubaine, etc. Et lui, il propose de mutualiser l'ensemble de la société afin de créer des associations ouvrières où on est libre d'entrer et de ressortir pour sortir justement du diktat à l'époque de l'industrialisation et du libéralisme. Donc ces deux idées ont influencé énormément les différents utopistes qu'on va voir par la suite. Contre la ville industrielle, qui est une ville sale, qui est une ville qui n'est pas organisée pour l'industrie, mais dans laquelle elle est venue s'implanter, et puis les idées socialistes qui proposent de nouvelles utopies. Donc le premier des réformateurs utopistes, c'est Robert Owen. Robert Owen, il est qualifié par Adam Smith d'agitateur dangereux. Alors on va voir pourquoi c'est un agitateur dangereux. En 1799, en Écosse, il décide de construire une usine dans laquelle il met des machines modernes. Il essaye d'avoir des horaires plus ou moins modérés et des bons salaires. Donc là, c'est l'image de la ville ou de l'habitation rêvée selon Robert Owen, avec donc une école qui est construite à côté de l'usine. C'est la première fois qu'il y a une école à côté d'une usine. Et Robert Owen pense que l'industrie et l'agriculture sont deux choses qu'on ne peut pas séparer. Et du coup, c'est pour ça que son habitation doit être à la campagne, et donc il rejette la ville et il essaye de la créer ailleurs. L'agriculture doit être l'occupation principale de toute la population anglaise, avec l'industrie comme complément, dit-il. En 1817, il présente un modèle idéal de vie en commun,
qu'il qualifie comme un village pour une communauté restreinte qui travaille collectivement à la campagne et en usine, qui est autosuffisante et qui est dotée sur place de tous les services nécessaires. Donc pour lui, la taille idéale pour ce type de village, c'est entre 800 et 1200 personnes. Je passe sur le nombre d'hectares, on pourra revenir par la suite. Le deuxième grand réformateur utopiste, c'est Charles Fourier. Donc lui aussi, il développe un modèle d'habitation particulier qui est le phalanstère, qui est selon lui une agglomération idéale. Et il expose ses plans d'une organisation sociale parfaite dont les fondements se structurent à partir d'une quantification du bonheur humain. Ça, c'est important. Il essaye de quantifier le bonheur humain et de le rationaliser au mieux pour essayer d'avoir la meilleure type d'habitation possible. Donc là, c'est l'image qu'il a de son phalanstère, une image qui ressemble assez au palais de Versailles, ou à un grand palais, et que lui qualifie du palais du sociétaire. Donc qu'est-ce que le palais du sociétaire ? C'est un seul bâtiment dans lequel vit environ 1600 personnes, qui est construit sur plusieurs étages, avec donc le cœur du logis où les ouvriers sont logés, une cour centrale et plusieurs jardins. Donc à côté des logements des sociétaires, les sociétaires qui sont les ouvriers, mais aussi d'autres types de professions, pardon. Il décide de construire différents types d'équipements. Alors il y a une bibliothèque, il y a une salle de repos, il y a un hôtel pour accueillir les visiteurs, un opéra, une église, un théâtre, une école également. Et à côté de tous les ateliers, sur l'autre aile, il y a des bâtiments qui servent au travail agricole. L'idée de Fourier, c'est d'essayer de simplifier la communication entre les habitants de sa phalange. Et donc, il invente et il imagine une sorte de rue-galerie qui serait climatisée et qui tient toute la hauteur des 3 étages. Les portes d'entrée pour les appartements des 1er, 2e et 3e étages sont sur la rue-galerie, avec des escaliers placés d'espace en espace pour monter au 2e et au 3e étage. Donc, j'ai dit qu'il y avait à peu près 1600 personnes qui étaient censées habiter dans ce bâtiment. Pour Fourier, c'est plus précis que ça, c'est 1620 personnes qu'il faut. Et si c'est ce nombre très précis, comme on l'a dit, il cherche à quantifier le bonheur humain, c'est qu'il a identifié 810 types. Alors ce qu'il qualifie, c'est 810 caractères qui seraient repérables ou remarquables chez les hommes et chez les femmes. Et donc, il y a un de chaque, et on double, et il y a 1620 personnes. Et s'il essaye d'avoir autant de diversité, c'est que selon lui, on mélangera dans cette réunion la plus grande variété possible, car plus il existera de variétés dans les passions et facultés, plus il sera facile de les harmoniser en peu de temps. Donc le but, c'est d'harmoniser le plus de personnes possible. Donc les idées de Fourier sont reprises énormément de fois. C'est un penseur qui a marqué vraiment son époque. Elles sont reprises notamment par Émile Zola dans son travail sur les 4 évangiles. Les 4 évangiles qui sont constitués de fécondité, travail, vérité et justice. Et justice qui n'a pas eu le temps d'écrire puisqu'il est mort avant. Et dans Travail, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur qui a le nom d'un des 4 apôtres, Luc, et qui arrive dans une ville industrielle, qui constate les dégâts causés par l'industrie, et qui, en lisant Fourier, décide de créer une nouvelle ville. Et c'est un livre vraiment très très intéressant, assez énorme, mais vraiment passionnant à lire. Une autre personne qui a été influencée par Fourier, c'est Gaudin, et là on rentre dans les utopies qui commencent à se réaliser. Gaudin qui imagine donc et qui réalise un familistère qui existe encore, qui se situe dans le département de l'Ain, à la région Picardie. Donc là, selon Friedrich Hegel, le familistère de Gaudin est l'un des seuls projets utopiques à avoir été réalisé. Pour d'autres observateurs, au contraire, ils disent que ce projet n'a rien d'utopique et que c'est un projet tout ce qui est de plus paternaliste, et le but de ce projet, c'était d'apaiser la classe ouvrière afin qu'elle ne se révolte pas. Donc on va voir en quoi ça peut être utopiste et en quoi, au contraire, ça empêche, soi-disant, les ouvriers à l'action révolutionnaire. Donc nous sommes en 1857,
Et Gaudin décide d'acheter 18 hectares à côté de Guise, et il commence à bâtir ce qui sera le Familistère. Donc le but de ce Familistère, c'est de créer un instrument qui permette le bien-être et la dignité et le progrès individuel. Donc en 1868, il emménage lui-même au sein de ce bâtiment, et il introduit des grandes idées qui sont aujourd'hui tout à fait contemporaines, à savoir le système de sécurité sociale, à savoir l'éducation obligatoire, laïque, mixte et gratuite. En 1870, c'est quand même quelque chose d'assez novateur à l'époque. Il décide de chauffer l'hiver tous les bâtiments, de ventiler l'été. Il met l'eau chaude et l'eau froide à tous les étages, dans les toilettes, dans les douches. Il permet également de construire des magasins à ses ouvriers qu'ils gèrent eux-mêmes, afin d'avoir des prix moins exorbitants que dans les magasins du village. Et il réduit la journée de travail à 10 heures, alors qu'en Europe, actuellement, c'est à peu près 15 heures, le temps de travail d'un ouvrier. Donc si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé des 6 heures du travail de la terre de Thomas More dans l'Utopie. Là, on réduit, pour avoir un petit ordre d'idée, il y a quand même une réduction, mais c'est pas encore gagné. Donc ensuite, 8 ans avant sa mort, il décide de laisser aux ouvriers la gestion de ce bâtiment. Et la pièce qu'on voit au-dessus, là, permet d'organiser des banquets, des fêtes, des représentations de théâtre, etc. Cette entité a fonctionné jusqu'en 1968. Et aujourd'hui encore, elle est habitée par plusieurs personnes. Il y a encore l'entreprise Gaudin à l'intérieur et il est possible de la visiter. C'est l'une des rares utopies qui est accessible en France, pas très très loin de chez nous, et qu'on peut visiter, qui est très intéressante à mon avis. Et du coup, on en revient aux idées de Fourier et à la réalisation de Gaudin, et on va essayer de voir les différences qu'il y a. La principale critique, c'est que si Fourier s'était inspiré du coup du côté Proudhon, du côté socialiste du schéma que je vous présentais tout à l'heure, Gaudin, lui, il a essayé d'entrer par des principes capitalistes. Il est influencé par les idées industrielles et par le système comme il est présent à l'époque. Donc le passage a été difficile entre l'utopie et la réalité. Néanmoins, cet utopiste qu'on pourrait qualifier de capitaliste peut donner des pistes pour développer des alternatives qui soient possibles aujourd'hui. Enfin, dernier personnage assez important de cette troisième partie sur les utopies du XIXe siècle, Étienne Cabet, Voyage en Icarie, qui lui n'a rien réalisé comme bâtiment, mais qui avait une idée, et cette idée c'était d'instaurer un communisme égalitaire, sans propriété et sans aucune inégalité sociale. La famille serait la base de ce collectivisme, et le but ce serait de tendre tous ensemble vers le bonheur. Dans son ouvrage, du coup, Voyage en Icarie, il essaye de théoriser une ville idéale qui serait une grande métropole, qui réunirait toutes les beautés du monde, et à partir de ce texte, une soixantaine de personnes décident allons-y, essayons de réaliser ce projet, et ils partent tous ensemble pour le Texas, où ils sont rejoints en 1949 par Cabet, et ils montent une communauté qui est à Navajo. Je vous ai mis la photo ici, le dessin de la propriété qu'ils achètent et dans lequel ils s'installent, avec le découpage ici très précis qu'avait imaginé Cabet à cette époque. Donc ils travaillent le champ, ils ont acheté une porcherie, une scierie, ils rendent le domaine à peu près viable. Et donc comme vous le voyez, il n'y a pas de réalisation proprement parlée, mais il y a une idée d'une vie en collectivité, en communauté qui est expérimentée ici. Et donc la dernière phase de l'utopie, selon les auteurs de l'utopie, ce serait la science-fiction. Comme on l'a dit, l'utopie, si on s'en réfère à la définition principale, c'est un monde imaginaire, et donc, comme l'a dit Richard Marius, d'une certaine manière, on peut dire que le genre de la science-fiction est né de l'utopie. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples d'utopies qu'on retrouve dans la littérature, dans les films, etc. Le meilleur des mondes, George Orwell, le cinéma japonais d'animation, pour ceux qui connaissent du studio Ghibli, le château dans le ciel, qui est une forme d'utopie.
Et il y a énormément d'autres ouvrages de science-fiction qui traitent de l'utopie. Il y a par exemple énormément de livres de Pierre Bordage qui traitent de ça et qui sont vraiment très 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 agréables à lire. Voilà, donc il y a énormément de choses sur la science-fiction comme utopie. Je pense aussi à Yann Brandt qui travaille qui élabore une sorte de civilisation utopique dans laquelle l'intelligence artificielle a pris le dessus et du coup on essaye de vivre sans loi, enfin voilà, vraiment énormément d'exemples que vous pourrez retrouver qui sont très très intéressantes, je pense, à creuser. Mais ce qui nous intéresse, nous, et là j'arrive à la deuxième grande partie, c'est comment réaliser ces utopies en dehors de la science-fiction et comment faire en sorte que cette science-fiction soit réalité. Donc je vais rentrer par les disciplines de l'architecture et de l'urbanisme pour essayer d'illustrer mon propos. Alors l'idée, d'une part, c'est que la forme idéale de l'utopie, ce serait la ville idéale, justement, c'est le cas de le dire, que l'une des formes de l'utopie, ce serait la ville qui serait dans sa dimension vraiment qui tend vers l'idéal. Du coup, l'utopie associe généralement un projet de société d'un côté qui est très cadré avec un dispositif spatial. Et c'est la rencontre de ce dispositif spatial et des individus qui mène à l'utopie. Et cette idée de dispositif spatial, savoir construire des dispositifs spatiaux, c'est l'objectif qui est sous-jacent à toutes les théories de l'urbanisme et de l'architecture. Et en ça, grâce à l'utopie, l'urbanisme et l'architecture sont liés aux dimensions du social, mais aussi aux dimensions de l'imaginaire et de la créativité. Donc là, je vous ai mis trois périodes ou trois auteurs qui ont travaillé sur des représentations de ce qui pour eux était la ville idéale. En 1883, Albert Rodiba qui propose donc une installation d'une ville sur la ville avec des transports en ballon, on les aperçoit rapidement, et un café-théâtre au sommet des deux tours de Notre-Dame, on peut imaginer, ou de je ne sais quelle autre église ancienne. Le deuxième en 1960, Yona Friedman, qui lui aussi propose un urbanisme en hauteur avec des piliers qui seraient posés sur le sol et la ville se développerait sur des plateformes qui sont reposées sur ces piliers. Et puis, en 2014, à Londres, un projet qui vise à installer 200 km de pistes cyclables en site propre, pareil, au-dessus, là on le voit au-dessus des arrivées de train, au-dessus des voies de circulation, et où uniquement pourraient circuler des vélos. Donc voilà en quoi, pour moi, l'urbanisme et l'architecture sont des sciences de l'utopie. C'est en utilisant l'imaginaire, en projetant le rêve, en créant des images comme ça qui sont très abstraites, qu'on peut amener à quelques-unes des réalisations. Donc je vais passer rapidement sur mon travail de thèse personnelle sur lequel je travaille actuellement et essayer de voir par la suite comment j'intègre l'utopie à ce projet de thèse. Donc je travaille sur le lien entre la ville et le transport. J'essaye de répondre à deux grandes questions. La première, c'est comment la ville et le transport vivent en symbiose l'un et l'autre. L'idée, c'est pas de savoir qui arrive d'abord le transport et puis la ville qui vient s'implanter le long de l'axe de transport, ou d'abord la ville et puis on va essayer de ramener un axe de transport pour le desservir. C'est vraiment essayer de voir comment ils se construisent l'un avec l'autre. Et puis le deuxième point, c'est voir comment même les projets non réalisés de transport peuvent amener à modifier les formes de la ville. Et je vous montrerai plusieurs exemples tout à l'heure. Donc j'ai fait une approche historique sur l'implantation des premières infrastructures de transport, notamment de tramway, et j'essaye d'évaluer les projets actuels
pour voir comment ils influencent les stratégies territoriales à l'œuvre aujourd'hui. Donc rapidement, une carte de Grenoble, qui est l'un de mes terrains d'études, où à partir des années 1900, va s'implanter tout un réseau de tramways qui aujourd'hui a disparu, qui a été totalement démantelé dans les années 50, 1950, mais qui allait assez loin, jusqu'à Villard-de-Lans. Je ne sais pas si vous connaissez la région, mais c'est vraiment très très important, un réseau très important qui s'organise avec des compagnies privées. Donc j'essaye de regarder quelle compagnie gère telle ligne, pourquoi, quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition pour gérer cette ligne. Ensuite, je me penche sur les questions des années 70, où là, le tramway a disparu depuis les années 50 et se pose le problème de trouver une nouvelle infrastructure de transport. Finalement, on aura réinstallé le tramway, mais du coup, dans les années 70, d'autres projets sont questionnés. Je vous ai mis le plan en coupe d'un projet de téléphérique au-dessus, pareil pour la ville de Grenoble, avec des cabines suspendues qui transporteraient les personnes. Un projet de transport aussi sur ballon gonflable qui ferait aucune nuisance sonore et qui est le projet Urba. Et puis le projet qui a été le plus poussé dans son analyse, c'est le projet du POMA 2000, qui là est représenté au sol, mais qui peut aussi se déplacer en hauteur. Et là, ce POMA 2000, il y a eu des plans qui ont été dessinés, tout était presque fait pour que ce mode de transport soit mis en place, et puis finalement on s'est rabattu sur le tramway, et c'est finalement un réseau de tramway qui a été mis en place. Malgré tout, ce projet il était tellement avancé qu'il a eu dans l'espace une implantation réelle, concrète. Je vous ai mis ici la photo d'un bâtiment qui se trouve au centre de Grenoble, vers la préfecture, avec au cœur du bâtiment cette ouverture. Et si on ne connaît pas l'histoire du POMA 2000, on ne peut pas comprendre pourquoi l'architecte a décidé de mettre un trou au milieu de son bâtiment. Quand on connaît le prix des logements, on ne comprend absolument pas. Et en fait, il faut se pencher sur l'histoire de la ville de Grenoble et donc sur cette réflexion sur les différents modes de transport pour voir qu'en fait, l'idée, c'était de faire passer l'une des cabines du POMA 2000, les cabines du POMA 2000 devaient passer à la place de cette ouverture. Et en fait, on serait passé comme sur un tramway aérien, en fait, au cœur du bâtiment. Un autre lien entre architecture et transport, cette fois à Saint-Étienne, qui est le deuxième terrain d'études dont je m'occupe, où vers la gare de Château-Creux, le tramway est venu s'installer. Et ici, on est à la fin de la ligne, et du coup, le tramway doit faire demi-tour. Et pour faire ce demi-tour, normalement, c'est un espace qui, pour l'urbain, est totalement perdu, on ne peut rien y faire. Eh bien, au moment du projet de la mise en place du tramway, a été proposée l'idée de construire un parking en hauteur, et le tramway vient faire le tour dessous, et c'est pour ça que le parking a une forme circulaire. Là, c'est aussi les différents modes de réflexion qui sont mis en place, notamment à Grenoble, pour installer le tramway. Ici, l'idée, c'est que la ligne de tramway, on ne l'implante plus tout seul. C'est plus juste une ligne qu'on vient poser dans la ville. On réfléchit en parallèle à cette implantation à améliorer la ville autour de l'infrastructure de tramway. On va essayer donc de densifier les zones qui sont à côté du tramway. On va essayer de créer des ouvertures paysagères. On va essayer de créer des percées visuelles, des parcs, etc. Et du coup, l'implantation de transport se transforme en véritable projet urbain dans lequel on va essayer de se servir du prétexte du travaux pour implanter une infrastructure de transport pour modifier la ville qui est autour. Et donc, mais où est l'utopie là-dedans, vous allez me dire. Autre point, avant que je vienne à l'utopie, les transports par câble, les téléphériques urbains qui sont à l'étude actuellement sur l'agglomération grenobloise, avec une liaison entre l'un des terminus de la ligne A du tramway de Grenoble pour monter dans le Vercors, directement à Lens-en-Vercors. Et si vous vous souvenez, la carte des tramways, c'était un trajet qui était effectué dans les années début des années 1900, qui était effectué en tramway. Comme il a été supprimé, aujourd'hui on essaye de réinventer le mode de transport. Et donc on propose un téléphérique pour lequel on pourrait aller directement du cœur de Grenoble sur les plateaux du Vercors.
la deuxième projet, toujours à Grenoble, cette fois qui est carrément un projet urbain et qui vise la traversée ici du Drac et de l'Isère pour passer au milieu de la Presqu'île, qui est l'un des nouveaux quartiers de Grenoble qui tend à se développer. C'est un pôle scientifique dans lequel il y a énormément d'entreprises et un parc de logements qui sont prévus. Et donc l'idée, c'est de ramener les différents passagers d'une ligne de tramway à l'autre en passant par un câble qui passerait au milieu de la ville. Donc voilà, ça c'est les projets qui sont en cause. Et donc l'utopie là-dedans, il faut remonter à l'un des pères fondateurs de l'urbanisme, qui n'est pas très connu, et qui est Ildefonso Cerda, qui a été le premier à proposer le terme d'urbanisme, et surtout, ça a été l'un des premiers à poser l'aménagement du territoire comme une science. Donc l'un de ses principaux principes, c'est que la ville doit être fille de la vapeur et de l'électricité, et que c'est la ville du mouvement, la ville du transport, à l'inverse de l'ancienne ville qui reste immobile et qui est davantage contraignante. Donc là, on est au milieu du 19e siècle, et il dit que nous considérons le tramway comme un triomphe de l'esprit du siècle, et si nous supportons la gêne qu'il occasionne, c'est parce que nous espérons que la civilisation moderne, avec ses merveilleux moyens de locomotion, permettra sans obstacle, dans tous les grands centres urbains qui ne veulent pas devenir des monuments historiques, vénérés mais inutiles. Donc l'idée, c'est que par le tramway, on va rendre le centre-ville viable à nouveau, et qu'il y a une nécessité à adapter les voies de circulation par rapport au caractère particulier des villes. Cette pensée est reprise, lui il n'est pas du tout, il est juste urbaniste, il n'est pas vraiment utopiste, mais elles sont reprises, ces idées, par un autre espagnol, Arturo Soria y Mata, qui lui développe une idée d'une ville linéaire, la Ciudad Lineal. Je vous ai remis donc le projet de tramway de Cerda et ce qu'en a fait Arturo Soria y Mata. Pour lui, la forme d'une ville est ou doit être la forme dérivée des nécessités de la locomotion. Donc il propose une rue unique de 500 mètres de large qui soit aussi longue que nécessaire et il la définit comme la cité de l'avenir. Donc là, je vous ai mis un plan qu'il avait dessiné d'un projet au nord de Madrid avec cette grande rue et puis de part et d'autre de la rue, des habitations avec derrière une immense place laissée pour les jardins et puis au milieu, pareil de part et d'autre, des commerces, des plans d'eau, des jardins, des espaces de loisirs, des industries et des bâtiments publics. Donc l'idée, en me référant à ces deux auteurs, c'est de montrer comment l'infrastructure de transport peut devenir une matrice pour l'utopie et comment les urbanistes et les architectes peuvent se saisir de cet outil pour créer des visions utopiques et peut-être à terme les réaliser. Donc le transport, comme je l'ai dit, peut être un outil pour l'utopie, et c'est d'autant plus le cas qu'aujourd'hui, d'ici 50 ans, on sait à peu près qu'on aura le même mode de vie qu'aujourd'hui. Par contre, on n'aura certainement pas, et ça c'est quasiment certain, les mêmes moyens de se déplacer, étant donné que nous sommes en période de transition énergétique, et que la voiture individuelle qui jusqu'alors était en train de gérer plus ou moins toutes nos mobilités est amenée à se transformer, peut-être à disparaître, peut-être à être remplacée par d'autres modes de transport. Et c'est dans cette recherche prospective que doit prendre sa place l'utopie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apporter à notre imaginaire un regard particulier. Et s'il y a une chose à retenir, c'est cette citation de Thierry Gaudin. Il n'y a aucune raison de ne pas laisser parler l'imagination. Les auteurs du passé ont sous-estimé la rapidité des changements en péchant par excès de prudence et de conformisme. Les romanciers sont souvent plus près de la réalité future que les travaux de prévision, dans lesquels on cherche à paraître trop sérieux. Le vrai sérieux n'est pas où l'on croit. À vrai dire, il est tout à fait nécessaire de réfléchir à 100 ans.
La plupart des grandes décisions dans l'urbanisme, l'agriculture, l'environnement, l'aménagement du territoire, l'éducation, les télécommunications, l'espace, et on pourrait rajouter l'architecture, auront des effets dans plus d'un siècle. Il n'est pas digne de l'espèce humaine que ses dirigeants aient constamment l'air de parer au plus pressé. La grandeur de l'homme n'est-elle pas d'imaginer le futur et de faire que son imaginaire devienne une réalité? Donc là, je vous ai présenté une vision peut-être de ma conception de l'urbanisme et de l'architecture comme étant des disciplines de l'imaginaire. Dans le reste du cycle de conférences, vous verrez sûrement des cas beaucoup plus concrets, des cas concrets qui se raccordent peut-être avec la citation que je vais vous donner de Françoise Chouet qui dit que l'utopie, c'est se rapprocher du local. Et du coup, vous aurez, notamment avec la présentation de Léa, une utopie qui est sûrement beaucoup plus locale que celle à l'échelle de la ville, qui reste néanmoins intéressante de développer, en ayant toujours à l'esprit cette phrase qui, je trouve, résume très très bien ma conception de l'architecture et de l'urbanisme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui. Du coup, je ne sais pas si vous avez un peu des connaissances sur le transport sur Villefontaine. Non, pas du tout. Je suis désolé. Là-dessus, j'avais vu que Villefontaine avait été organisée d'une certaine manière pour faire en sorte que tous les habitants puissent se déplacer à pied sans jamais avoir à traverser une route. Donc avec des passages souterrains, etc. Oui. Et du coup, je me disais, est-ce que ce ne serait pas quelque part une utopie d'avoir une ville où justement on puisse facilement se déplacer à pied ou en vélo, parce qu'à chaque fois on pouvait avant passer en vélo. Donc, voilà. Non, effectivement, je ne connais pas le cas spécifique de Villefontaine, mais je pense fortement que l'urbanisme ou l'architecte qui avait en tête ce plan d'aménagement urbain se fondait fortement sur ce que pour lui serait une utopie, de pouvoir se déplacer librement sans risquer d'être écrasé en traversant une route ou quoi. Mais je ne connais pas très très bien ce cas, donc je ne pourrais pas répondre plus précisément, je suis désolé. Oui, je peux confirmer effectivement que ça a été le choix des urbanistes de la Ville Nouvelle de vouloir une ville qui soit libérée de l'automobile dans les années 65-70 ans. Ceci dit, pour prolonger pour ma part la question, puisque j'ai travaillé à l'établissement public, la question que je me pose, c'est faut-il réaliser des utopies et pour ma part, l'expérience que je tirerais du travail que j'ai eu à faire, c'est que peut-être quand on dit utopie, on imagine qu'on est capable de trouver une forme idéale qui serait valable de tout temps. Or, mon expérience, c'est que ça n'existe pas. Et il ne faut surtout pas faire ça. C'est que les choses changent, les temps changent, les sociétés changent, et que si on a une seule chose à faire, quand on est urbaniste, c'est de faire que le cadre qu'on construit puisse être modifié, de façon à s'adapter. Et l'utopie, c'est peut-être effectivement de laisser les choses souples, pour pouvoir, pendant un temps, avoir une séparation des circulations, comme on l'a fait à Villefontaine, et ça a très bien fonctionné pendant un temps, comme ça a très bien fonctionné à la Ville Neuve de Grenoble, comme ça a très bien fonctionné dans les villes nouvelles anglaises. Dans un autre temps, ces circulations piétonnes sont devenues des coupes-gorges, et donc il a fallu les fermer. On est dans un temps nouveau où, à nouveau, on voit des vélos sur les pistes cyclables, alors que pendant 40 ans, il n'y en a pas eu. On parle à nouveau de tramway, alors qu'on en a détruit. Bon, il n'y a donc un cycle de génération tous les 40 ans, grosso modo, sur ces sujets. Je vous invite à y réfléchir. Bon, en tout cas, ma conviction personnelle, c'est qu'il faut laisser la possibilité que la ville se modifie. Or, Villefontaine était conçue comme une ville définitive. Je pense que c'était une erreur. L'île d'Abo, qui a été faite après, toujours dans l'histoire de la Ville Nouvelle, a été conçue avec un peu plus de souplesse et je pense qu'elle s'en portera mieux.
la beau commune, j'entends. Non, tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a plusieurs urbanistes qui proposent des idées utopiques dans lesquelles justement leur utopie, c'est que les habitants se saisissent des formes qu'ils créent et qu'ils les adaptent selon ce que eux ont envie de, chaque habitant a envie de faire de telle ou telle forme. Donc parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Mais peut-être pour continuer un petit peu le débat, parce que maintenant j'ai beaucoup parlé et j'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire aussi sur l'utopie et ce qui serait pour vous vos formes d'utopie, ce qui pour vous serait à ne pas faire, ce qui pour vous serait à faire, qu'est-ce qui relève de la dystopie ou de l'utopie justement. Et pour ce faire, si vous avez besoin peut-être d'un support, revenir rapidement sur les travaux de Yona Friedman que j'ai présentés tout à l'heure dans les images de la ville idéale. Et là, je vous ai mis des images du travail de Yona Friedman qui, lui, invente ce qu'il appelle un urbanisme spatial. Alors, quand on voit les images, là, on se dit que c'est un délire d'architecte et qu'on aimerait bien prendre la même chose que lui. Mais du coup, ce qui le différencie des autres architectes qui font du projet pour le projet sans aucune réflexion, c'est que derrière son idée de construire, comme on le voit assez rapidement, une ville au-dessus d'une ville, sur des grandes infrastructures comme ça, des grands ponts, des grandes infrastructures qui s'élèvent au-dessus de la ville. Lui, il a un discours qui, pour moi, est utopique, et il pose en fait 10 grands principes, et ces 10 grands principes, les voilà. Et c'est ces principes qui font que c'est pas forcément un délire totalement absurde, et qui s'ancre dans une pensée utopique. Et lui, dans ces 10 grands principes, je vais vous donner les plus intéressants. Le premier, c'est que l'avenir des villes, c'est que les villes deviendront des centres de loisirs, des centres de distraction, des centres de la vie publique, des centres d'organisation et de décision de l'intérêt public, que le travail et la production, qui sont de plus en plus automatisés, soient de moins en moins liés aux grandes agglomérations, et que la matière première des travailleurs perd de son importance et se transforme en spectateur. Le deuxième grand principe qu'il a, c'est que la société nouvelle des villes ne doit pas être influencée par l'urbaniste. Et là, je rejoins, et lui aussi rejoint peut-être un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, il propose des grandes structures dans lesquelles l'habitant va venir projeter ce que lui désire, et sans prendre en compte d'autres directives des urbanistes ou des architectes. Selon lui, la grande ville doit contenir, à la place de l'industrie, elle doit contenir l'agriculture, et le paysan urbain est une nécessité sociale. Encore un autre principe, les villes doivent être climatisées, afin que les rues deviennent des centres de la vie publique. Ensuite, je passe les moins intéressants. Un autre principe, c'est que une ville qui surgit du désert n'est pas viable, et qu'il propose donc de développer son urbanisme spatial sur des villes déjà existantes. Et du coup, la construction qui forme les villes doivent être des squelettes qui sont remplissables à volonté. L'aménagement des squelettes dépendra de l'initiative de chaque habitant. Donc voilà quelques-unes de ces grandes idées. Une autre encore, comme il a un urbanisme spatial, il peut y avoir des quartiers qui sont juxtaposés, mais également des quartiers qui sont les uns sur les autres, et qui permettent du coup de développer un mode de vie qui est aujourd'hui différent. Et peut-être ce que je peux vous proposer pour vous entendre du coup sur ça, c'est un petit peu reprendre la structure des grands principes, des grandes idées, des grandes lignes directrices de ce qui pour vous serait l'utopie, et d'en discuter tous ensemble si cela vous convient. Oui. Je ne comprends pas vraiment la structure, mais là ça me fait penser quand même à un architecte qui était... Oui. Notamment au niveau de la cité radieuse de Marseille, où c'était un peu un village intégré, vertical. Ça me fait un petit peu penser. Aujourd'hui, tout à l'heure il a été dit qu'il serait question plus tard de parler d'habitat, de gérer des choses comme ça. À Villeurbanne, il y a le village vertical qui existe. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Je ne sais pas si ces choses-là sont à rapprocher les unes des autres. Je pense que
toutes ces choses sont à rapprocher. Pour Le Corbusier, effectivement, il avait une vision aussi où on retrouve beaucoup de principes d'autres urbanistes, notamment le principe de rue, qui serait que chaque étage constitue une rue dans laquelle les habitants peuvent se rencontrer. Également, je crois que la plupart des habitations du Corbusier, des grandes unités d'habitation, il y a une école qui est sur le toit, qui permet aux différents enfants de l'unité d'habitation d'aller sur le toit, se rendre à l'école. Il y a un grand travail qui est fait sur l'aménagement aussi des intérieurs, qui sont quasiment tous meublés, avec des meubles imaginés par Le Corbusier, qui travaille énormément sur la lumière. Et effectivement, on peut dire que tous ces grands principes, à savoir mettre un immeuble avec une maison, avec une école sur le toit, peuvent répondre de ces idées utopistes. Ça vous inspire pas plus que ça, l'utopie? Vous n'avez pas envie de rêver un petit peu, de proposer des choses totalement absurdes qui seront sûrement pas réalisables, et tant mieux justement. Un jardin sur le toit de la baraque, très bien, c'est vendu. Est-ce que quelqu'un a envie de proposer d'autres choses? Oui. Moi, je m'interroge pourquoi, dans tout ce qui est industriel, la réflexion sur de l'imaginaire, ça s'appelle de l'innovation, recherche, développement, et pourquoi tout ce qui est en urbanisme et en architecture, tout ce qui est aller un peu plus loin dans la réflexion et sortir du commun, ça s'appelle une utopie. Pourquoi la réflexion devient complètement imaginaire et jamais réalisable dans ce monde qui est finalement une société tout aussi palpable que l'industrie. Alors je pense que dans la citation qui est ici, il y a une petite réponse qui se situe dans cette phrase et qui finit par « Ces dirigeants aient constamment l'air de parer au plus pressé ». Et je pense que l'innovation permet d'avoir des réalisations concrètes, palpables et des résultats assez rapidement, chose qu'un urbanisme plus prospectif ne permet pas d'avoir. Et je pense que la grande différence entre l'industrie et l'urbanisme et l'architecture, c'est que l'industrie, ça crée des produits, tandis que l'urbanisme, c'est censé créer des formes qui ensuite sont récupérées par les habitants pour être habitées, et que c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes dessins qui sont visés derrière. Je pense que on pourrait difficilement... Je pense que l'utopie va peut-être plus loin dans la projection que l'innovation. Voilà. Je sais pas, après on peut... En tout cas, elle change plus durablement la société, effectivement. Entre changer de rasoir et puis changer de système de vie au quotidien dans un quartier, on est d'accord, ça change bien plus profondément les mœurs. Mais j'ai du mal, moi, personnellement, à me projeter sur une utopie urbaine, quand je vois comme on a déjà du mal à faire sortir des projets urbains, à l'échelle de la capitale notamment, des choses qui sont toutes simples, et notamment pour les transports. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait pouvoir voir sortir dans les innovations, dans les changements comportementaux, dans le cadre de la transition énergétique notamment, essayer d'aller un peu plus loin et de demander à la société de se prendre en responsabilité là-dessus. Et c'est déjà un pas qui me semble être une utopie. Du coup, j'ai un peu mal à projeter plus que ça. Non, oui, je comprends. Mais du coup, pour prendre l'exemple de la transition énergétique, c'est quelque chose qu'aucun ingénieur, aucun n'est capable d'évaluer aujourd'hui. On ne sait pas. Et c'est cette incertitude qui permet justement de laisser une place à l'imaginaire qu'il n'y aurait peut-être pas si on savait, et si on savait ce vers quoi on tend, l'innovation serait possible. Peut-être, je sais pas. C'est une idée... Excusez-moi, je monopolise un peu la parole. Ah oui. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir, est-ce que c'est pas l'opportunité d'essayer de
d'aller de l'avant, d'imaginer, de faire des choses qui changent, qui sont meilleures dans l'idée de l'utopie. Oui. Ah oui, effectivement, c'est l'occasion. C'est l'occasion, et puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc il va falloir le faire. Après, comment, avec quelle réticence, ça c'est le principal problème qu'il va falloir essayer de gérer. Comment ? Moi, personnellement, je pense que ça implique des enjeux effectivement économiques très très importants. Tout ce que tu nous as montré, c'est quand même des projets, c'est des dessins, Oui. Non, pas pour l'instant. Après, il y a des projets qui vont, à mon avis, qui vont être réalisés assez bien, assez rapidement. J'ai vécu mon enfance dans un courant, c'est plutôt un univers paternaliste, et un environnement qu'une cité radieuse. Ah oui, mais je veux bien croire. Comme si j'étais heureux. C'est plutôt les maisons qui les mêmes. Tout dépendait du patron, non? Et donc, il n'y avait pas grand-chose à dire. Bon, alors, après, ça s'est démocratisé. Bon, s'il y avait des problèmes, c'est-à-dire si c'était pas fait, s'il n'y avait pas de fleurs, il y avait des amandes qui tombaient. Donc, bonjour à cette période. J'imagine. Après, c'est comme on a dit, comme l'exemple que j'ai essayé de montrer entre Fourier et Gaudin, entre l'idée qui était à la base celle de Fourier et la réalisation qui a été celle de Gaudin, il y a eu énormément de différences entre les deux, et comme j'ai essayé de le montrer, c'était des enjeux qui, pour le coup, sont des enjeux aussi économiques, de rentabilité d'une entreprise qui essayait de s'organiser différemment, mais qui s'éloignait en cela de l'idée première de Fourier. Et puis une autre chose, c'était que le patron cherchait à ce que les ouvriers restent dans son entreprise à vie. Oui. Il ne peut avoir rien. Ah, on est bien d'accord. À l'époque, les gens cherchaient beaucoup de métiers. Qui voyageaient. Donc, un jour, je suis là, le lendemain, au revoir, et puis ils ont trouvé du travail là. Et là, c'est vrai que dans le travail, souvent, on réfléchit à me partir. Oui. Donc, ça permettait le patron de lier les ouvriers à leur logement. Ah oui, c'est clairement le cas là de Le qui. problème avec les Roms, non, parce que ça a arrivé. Je sais pas, par contre, sur cette question, je fais pas bien le lien entre les deux, mais. Moi, je viens d'une région, c'est le sud-ouest, et donc c'était une mine de charbon de carbone, pour les citer, et donc les trois quarts des mineurs, ils étaient aussi des agriculteurs. Et donc, quand il y avait les travaux du champ, on les avait pas mis. C'était pour vous, Et ça faisait longtemps. Il y avait plusieurs métiers. Oui, je voulais savoir si à votre avis, la société peut changer l'architecture et l'urbanisme, ou si c'était l'inverse. Parce que pour le ministère de Guise, Gaudin, oui. Gaudin, il avait souhaité que ça se diffuse ailleurs, ce qui ne s'est pas produit. Oui. Donc lui, il a eu des idées qui l'ont amené à une conception architecturale, plus qu'architecturale d'ailleurs. Mais est-ce que parfois l'architecture ou l'urbanisme peut arriver à changer la société et ses idées? C'est une vaste question, ça. Je sais pas si le but c'est de... Comme on l'a dit, si un architecte ou un urbaniste propose une forme, les usages vont faire que cette forme vont forcément dévier de l'idée première qu'il avait eue. Et du coup, ça peut générer des blocages ou une réinterprétation du lieu qu'il a voulu faire. Et au final, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'il avait voulu faire au départ. Tous les grands ensembles des années 70, c'est plus ou moins ça. Et on a essayé d'avoir une réorganisation sociale, puis au final, dans les faits, il s'est retrouvé qu'on avait parqué là un certain type de population et qu'il y a eu ensuite les dérives qu'on connaît. Mais après,
Après, sur la place de l'architecture, je pense qu'il ne faut pas attendre que l'urbanisme ou l'architecte propose des choses, il faut le faire, par exemple, en discutant ou en proposant au niveau des unions de quartier ou de différents groupes qui peuvent avoir une voix et qui essayent de la faire entendre auprès de ces architectes et de ces urbanistes pour qu'ils écoutent leurs besoins. Parce que c'est plutôt dans ce sens que ça marche. Moi, je conteste l'idée que ce qui a été fait dans les années 70 était mauvais. Ah non, je n'ai pas dit ça. Peut-être parce que vous avez non, je ça n'ai pas dit. pouvait s'entendre comme ça. Oui, ok. Mais bon, Justement, de façon un peu provocante, juste pour peut-être pour illustrer ma pensée sur ces questions d'utopie. J'ai tendance à penser qu'à chaque époque, à chaque moment de la société correspond une utopie. Et les professionnels de l'architecture, de l'urbanisme, des transports, dans certaines conditions de société, d'économie, à ce moment-là, sont capables de faire la forme qui correspond à ce moment de la société. Pour revenir à Villefontaine, dont on parlait tout à l'heure, Villefontaine a été construit par des gens qui avaient 20 ans, c'était le début de l'écologie politique. C'était des gens qui étaient en phase totalement avec la société et les habitants qui arrivaient dans la ville nouvelle. Ces habitants, c'était eux-mêmes. Et donc, ces gens ont construit pour eux une ville correspondant à leur idéal du moment, et ça a fonctionné, parfaitement bien fonctionné pendant 10-15 ans, comme ont parfaitement bien fonctionné pendant 10 ou 15 ans les maguettes qui ont été une innovation technique et sociale fabuleuse. Ceux qui ont habité les premières années de ces immeubles-là à l'époque en témoignent encore. Après, effectivement, la société change. Et si le cadre qui a été construit n'est pas doué de souplesse pour évoluer, là on a un drame. On peut avoir un drame. Parce que le cadre ne bouge pas, la société change. Et on fait un ghetto, on fait voilà. tout ce qu'on sait. Bon, donc, pour revenir à cette question, à la question des utopies, j'ai tendance à penser qu'à chaque moment, une société peut correspondre à une utopie qui est portée à ce moment-là par un groupe qui est aux commandes, entre guillemets. Parce que le moment s'y prête, soit parce qu'il y a des règles, des lois, comme les villes nouvelles à l'époque, pour ce qui nous concerne ici, ont permis ça, parce que l'économie le permet. Et puis cette économie elle peut être prise de plein fouet par un choc pétrolier, et puis après, on fait ce qu'on peut. Voilà. Voilà. Et si on n'a pas fait la souplesse, on a peut-être perdu. Tout à fait d'accord. Effectivement. Oui. Du coup, pour rester un peu sur cette lignée, est-ce que le problème ne viendrait pas de nos matériaux de construction qui fait qu'aujourd'hui, quand on construit une maison, on ne le fait pas pour 10 ans? Et du coup, il y a un coût aussi financier avec ça, où on ne va pas investir tous les 10 ans non plus pour construire une nouvelle maison. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de ce côté-là? Sûrement, alors là, pour le côté matériaux, je vais me tourner, je vous inviterai peut-être à vous tourner dans les futurs cycles sur mes collègues qui, eux, travaillent sur les matériaux, notamment le matériau qui est la terre, les fibres, etc. Moi, je connais pas très bien ce domaine des matériaux, mais je pense effectivement que la manière dont on a de fabriquer aujourd'hui les logements peuvent être visitées et peuvent proposer des solutions nouvelles qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui peuvent reprendre des techniques qui étaient déjà utilisées et proposer des solutions tout à fait acceptables. Mais ça, pareil, si tu veux intervenir, Léa. Sans vouloir faire de teasing pour la prochaine fois, mais je ne serai pas tant sur le matériau, mais sur les questions de rénovation. Et justement, on est là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces maisons qui sont existantes, qu'on a ici, et quand on doit effectivement les adapter à des usages qui ont changé, à effectivement des manières de se projeter sur les maisons qui ont changé. Et c'est là qu'effectivement toutes les questions se posent. Il y a des bâtiments qui se soumettent beaucoup plus facilement à des modifications, à des changements. Après, tout dépend aussi comment ces changements sont pris en compte, qu'est-ce qu'on projette dessus. Et effectivement, il y a des gens qui pourraient dire la maison empilée, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut modifier facilement, effectivement, c'est beaucoup plus malléable. Après, ça implique un certain nombre de précautions.
Donc c'est toujours pareil. Et en fait, bon, si on revient aussi finalement à disons le fondement de ce qu'on appelle la maison, le patrimoine, on est quand même sur des logements qui durent. Quand on construit quelque chose pour soi, même quand on rénove quelque chose pour soi, on ne le fait pas pour 10 ans. Et c'est aussi quelque chose qui est peut-être beaucoup moins ancré dans d'autres cultures où on va construire des... Moi, je suis pas architecte, bon, bref, je suis pas architecte, je suis ethnologue, donc on le voit aussi beaucoup dans d'autres endroits dans la culture. Il y a des gens qui construisent pour jusqu'au prochain tremblement de terre, jusqu'au prochain cyclone, et c'est pas grave, c'est de l'architecture légère. En France, on est quand même encore dans une architecture lourde, avec cette volonté de marquer sa trace dans le territoire, et même quand on rénove, de marquer sa place dans la maison. Bon, on en reparlera après. Mais ça me permet aussi de rebondir, comme j'y suis, vas-y. Sur justement cette question de projection aussi, parce qu'effectivement, pour pouvoir projeter tout ça, moi je le vois quand je suis des projets d'habitants, bon d'accord, c'est bien mignon, je veux bien projeter un idéal sur ma maison, une utopie, donc j'imagine qu'on retrouve la même chose dans les villes. Mais effectivement, il faut avoir les moyens de pouvoir rêver. Et des fois, on se bride automatiquement, et j'imagine que quand la dame là-bas parlait de transition énergétique, c'est difficile de se projeter dans 100 ans. C'est difficile de se projeter à cette échelle-là. Et effectivement, c'est peut-être dans un dialogue un peu plus approfondi avec les concepteurs, avec des gens qui sont formés à rêver presque, qu'on peut peut-être redébloquer cette morosité un petit peu qu'on peut avoir quand on se dit bon, je ne vais pas rêver parce que demain, je sais déjà pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si tu as des ouais, non. Non, je pense effectivement qu'il faut créer des endroits où on peut discuter de ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est clairement vrai qu'il y a une sorte de césure entre les personnes, les urbanistes et les architectes qui conçoivent les villes, et les habitants qui ensuite les habitent réellement. Et du coup, je pense que réaccorder les discours pourrait être bénéfique pour le long terme. Oui, au fond. Travaille par démocratie directe et on crée des collèges de représentation de la ville. Donc ce sera les anciens, les commerçants, les étudiants, chaque collège est représenté. Et il y a une vraie réflexion autour des projets. En fait, les projets sont peut-être justement un peu longs, ça se mettre en place, non pas parce qu'on a consulté, c'est parce qu'on a consulté tout le monde. Et les projets ont l'air d'être plutôt viables et bien vécus par les populations. Et c'est peut-être ça qui manque quand même beaucoup ici. Oui, effectivement. C'est la participation des gens qui sont capables d'imaginer des espaces communs tout à fait vivables et assez rapidement viables aussi. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, il manque des endroits où les architectes et les urbanistes peuvent être à la disposition des habitants, et ceux-ci viennent leur parler, projeter ce qu'eux désirent. Et je pense qu'effectivement, c'est des initiatives qu'il faudrait mettre en place à l'avenir. Je sais qu'au niveau de la maison individuelle, elles existent dans le cadre d'une procédure qui est le BIMBY. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est Build in My Backyard, c'est construire dans mon jardin. Et c'est un groupe d'architectes qui a fait une expérience, un groupe d'architectes de Bordeaux qui ont fait une expérience notamment en région parisienne, où en fait ils sont partis du principe que l'étalement urbain n'était plus viable et qu'il fallait limiter cet étalement urbain, et que comment faire, que les deux moyens qui aujourd'hui étaient mis en place, c'était d'une part construire un nouveau lotissement et du coup créer de l'étalement urbain avec une maison individuelle, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis le deuxième modèle qui est projeté, qui est pour lui porté plus par les architectes, c'est de construire au centre-ville des sortes d'immeubles, maisons, qui seraient un mixte avec un jardin, justement, comme disait monsieur tout à l'heure, le jardin sur le toit, avoir un immeuble en communauté et tout, mais qui ne correspond pas au désir formel des habitants. Et donc il propose, justement, Build in My Backyard, c'est construire dans mon jardin. Il propose de rencontrer des habitants qui ont une propriété, une maison individuelle, avec un jardin, qu'ils utilisent
pour la plupart très très peu, et de proposer avec ses habitants, en écoutant leurs désirs, de proposer de construire un nouveau type de logement dans la parcelle de l'habitant. Donc c'est une maison individuelle avec un grand jardin, et ben, au bout de cet autre jardin, je vais couper en deux, je vais vendre la partie du terrain dans la région parisienne où le foncier permet de réaliser un certain bénéfice après la vente, et du coup construire une autre habitation. Et tout ce procédé se fait avec des journées entières où un architecte rencontre pendant 1 heure un habitant ou deux, ou un habitant, une famille d'une maison, et où ils discutent des potentialités de leurs désirs, qu'est-ce qu'ils voudraient, quel est le cas de cette famille, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et par exemple, pour donner des exemples très concrets, la rencontre avec une famille va amener la création d'un petit bâtiment qui servira en fait de garage, et puis à côté, on va se rendre compte que peut-être il y a besoin de construire une nouvelle maison puisqu'il y a l'un des enfants de cette famille qui va revenir en France après un séjour à l'étranger et qui du coup pourra non plus habiter dans la maison des parents mais habiter à côté. Ou encore un autre exemple où une personne âgée se retrouve seule dans une grande maison, du coup elle vend cette grande maison, elle garde une partie du terrain et puis avec l'architecte ils dessinent une maison ensemble qui répondrait aux besoins de cette personne qui du coup n'aurait plus d'étage à monter puisque la maison serait de plein pied, qui aurait tous les avantages possibles. Et donc en fait il existe déjà à petite échelle cette rencontre et ce dialogue entre un habitant et un architecte, et je pense que c'est ce genre d'initiatives qui mèneront à réaliser les rêves de chacun, et surtout des habitants, et du coup c'est peut-être vers ce genre de moyens de production des formes qu'il faut tendre. Et ce projet Build in My Backyard est en train d'essayer de se développer un peu partout en France, et de s'implanter dans plusieurs communes. Je crois qu'ils sont dans le Pays Basque en ce moment-là, puisqu'ils sont à Bordeaux, ils vont vers Toulouse et ils essayent de se diffuser. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres formes de communication comme ça qui sont créées que je ne connais pas, mais qui, à mon avis, sont bien à essayer de faire perdurer. Ouais. Par rapport à ça, moi, mon utopie, parce que tu me demandais quels seraient nos grands principes, donc ça serait du coup prendre en compte, comme on l'a dit, les envies et puis surtout d'abord les besoins des habitants. Et pour ce faire, moi ce que je verrais bien c'est leur donner du pouvoir. Donc un contrôle citoyen par rapport à ça. Le contrôle citoyen, belle utopie. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça? Je sais pas, est-ce que... Et aussi des utopies qui permettent aux personnes en difficulté... là en ce moment on voit qu'il y a quand même des quartiers qui sont marginalisés, notamment à Grenoble, la Villeneuve qui regroupe certains types de population. Et voilà, et donc les villes permettent de moins creuser les inégalités sociales. Voilà. Je ne sais pas si dans les utopies dont tu as parlé, s'il y a des réflexions là-dessus. Il y a des réflexions, et effectivement, même dans les utopies, les toutes premières, celles du 19e siècle, c'est énormément présent. Et puis dans dans la dernière utopie de Surya Imata que j'ai présentée, son idée c'est d'une part de lutter contre la ville industrielle et d'autre part c'est de lutter contre ces inégalités sociales. Et c'est pour ça que dans sa ville rue, il propose des habitations qui soient... il n'y a pas de découpage en quartier en fait, c'est juste la rue. Et chaque habitation a plus ou moins la même taille, plus ou moins la même forme, avec quelques variations, mais du coup ça permet d'avoir une diversité et de ne pas avoir un seul quartier où il y aurait tel type de population et puis un autre plus aisé, etc. Et il essaye de répartir tous les services de façon
équitable aussi sur cette rue, pour pas qu'il y ait une maison qui soit très très loin d'un commerce ou d'un théâtre et une autre qui soit au contraire juste à côté. Il essaye de répartir vraiment sur toute la longueur de la rue les différents équipements. Oui. Juste pour continuer sur cette question de forme, il me semble qu'il y a une leçon de l'urbanisme opérationnel qui est que la forme n'explique pas tout. Pour parler de cette vie nouvelle que je connais, dans les années 70, on a construit beaucoup de logements sociaux et avec une mixité sociale très importante dans ces logements sociaux. Et c'était le cas à Villeneuve, à Grenoble, c'était le cas partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les immeubles n'ont pas changé de forme depuis 40 ans. Par contre, les mécanismes d'attribution de logements, enfin toute une série de mécanismes autres, de type sociaux, parfois très généreux, et parfois qui ont eu des effets inverses de ce qui était recherché, les questions économiques, etc., ont produit des phénomènes de météorisation, mais qui ne sont pas dus à la forme. Il ne faut pas se tromper. La forme, c'est un contenant qui, dans certaines conditions, a abrité une très grande mixité sociale dans ces quartiers à la Villeneuve comme ailleurs. Vous en avez entendu parler, surtout dans vos études, j'imagine, et les ayant faites à Grenoble. C'était des exemples de mixité sociale avec toutes les classes. C'était, je pense que dans les immeubles de Corbusier, on a un très bon exemple aussi d'immeubles qui, à Marseille, la Cité Radieuse est devenue un immeuble très bien fréquenté, très bobo. Le même immeuble, exactement la même forme à Firminy, est toujours du HLM social avec, j'ai une copine qui y habite, avec les mêmes caractéristiques de logement social qu'on peut avoir à Villefontaine, à quartier nord de Marseille ou ailleurs. Donc, il ne faut pas se tromper sur les questions de forme. Il y a bien d'autres choses qui sont à l'œuvre dans la ville sur ces questions d'utopie et de bien vivre. Puisqu'au bout du compte, sans qu'on se le dise, qu'est-ce qu'on cherche dans ces utopies? C'est bien vivre. Chacun de nous mettant d'ailleurs derrière ça peut-être des choses différentes. Et heureusement. Si c'est possible aussi. Effectivement, ça peut être une bonne... Évidemment. Je pense que c'est important de... Ça va être bête ce que je dis, mais je pense que c'est important de... Ce que vous venez de dire, ce soit... On peut en rire en fait, on peut se dire mais c'est un grand principe, c'est idiot, c'est utopiste justement. Et au contraire, je pense que si on apporte vraiment de l'importance à ce que vous venez de dire, à savoir qu'il n'y ait plus de classe dans la société, qu'on soit tous égaux, quelle ville ou quel mode d'habiter ou quelle forme ou quel mode d'habiter pour dépasser les formes justement on peut inventer pour permettre ça. Et c'est à partir de cette idée qui paraît utopiste, qui paraît irréalisable, qu'on peut être amené à discuter avec des architectes, avec des urbanistes, mais surtout avec les habitants, pour imaginer une manière de vivre qui corresponde à cette idée que vous venez d'énoncer, qui à mon avis est effectivement partie des utopies. Ah, on ne sait pas. Si, elle y est encore, elle est comme point de départ justement. Ah, le meilleur des mondes, après, c'est l'une des dérives qui est possible. Effectivement. Il faut se méfier, mais justement, on a tellement d'exemples que normalement, je pense qu'il est possible de poser un débat au moins un débat, sans après réaliser ou quoi, mais au moins un débat qui repose vraiment ce qui est important, et ce qui pour nous fait force, et ce qui pour nous permet d'aller vers le bien-être et vers une société bien heureuse. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé, et du coup, j'aimerais bien aussi entendre ces personnes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé
l'utopie en général, qu'est-ce qu'ils pensent de la manière dont on l'aborde ici, qu'est-ce qu'ils pensent du fait que ce soit récupéré par tel ou tel urbaniste, chercheur. Est-ce que vous avez des choses à dire? J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire sur ces questions-là, ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Je sais que c'est difficile peut-être de parler aussi sur des questions qui sont aussi larges et duquel, du coup, c'est facile de tomber dans l'excès, mais justement, on est là pour que ce soit large et que ce soit de l'excès et que ce soit du rêve ou quoi, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire. Exprimez-vous, n'hésitez pas. Non, personne. Vous n'avez plus rien à dire. Si tu veux redire quelque chose, Léa. Moi j'ai déjà parlé, mais c'est peut-être plus une question à vous aussi. Alors moi non plus, je suis pas trop... Même si je travaille pas mal en Nord-Isère, je me suis pas encore trop rapprochée de l'urbain, on va dire. Je suis plus encore en territoire rural, mais moi c'est cette question des transports qu'on n'a pas trop abordée dans le débat et qui me questionne un peu peut-être, que j'aimerais vous poser aussi. Vous parlez tout à l'heure peut-être d'utopie de transport ou de hautes modes de transport qui ont pu être pensés ou créés ici autour de l'île d'Abo, de Fontaine, etc. Et comment ça pourrait se concrétiser? Effectivement, ça pose des vraies questions de périurbain, presque, d'espaces qui sont proches des villes, mais qui auraient peut-être besoin d'être mieux connectés aux villes. Enfin, je sais qu'il y a déjà un train, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent ici? Et comment... Est-ce qu'il y a des idées ou est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres modes pour connecter tout ça? Peut-être une solution, ce serait déjà la gratuité des transports en commun. Effectivement. Ça permettrait de les développer. C'est-à-dire du moment que c'est gratuit, je pense que les gens le prendraient. Il y a ça pour la voiture à la maison. Alors il y a des études qui ont été faites et qui montrent que la gratuité n'encourage pas forcément le développement des infrastructures de transport. Après, je pense qu'il y a d'autres moyens qui peuvent être mis en place pour permettre aussi le maintien de l'infrastructure, c'est d'organiser par exemple des prix qui soient équivalents au salaire de chacun ou au revenu de chacun, et que les personnes qui gagnent beaucoup payent un petit peu plus cher et les personnes qui ne gagnent rien ou pas ne payent pas ou très peu. Ça, c'est aussi l'une des solutions et qui est mise en place dans pas mal de villes et qui fonctionne très très bien et qui, sans aller jusqu'à la gratuité, la gratuité c'est compliqué à faire entrer dans certains discours. Certains politiques refusent d'entendre parler de gratuité, alors que quand on leur parle de coûts qui soient équivalents aux revenus de chacun, c'est plus facile de le faire accepter et ça fonctionne très très bien. Oui, à Grenoble. Exactement, ça existe encore maintenant. À Grenoble aussi, pareil, le prix du type de transport, de la carte d'abonnement de transport, dépend du revenu de chacun. Donc ça, c'est une idée qui est facile à mettre en place et qui peut-être modifierait les usages de certaines personnes. Oui. Oui. Exactement. Exactement, et ça c'est des questions qui sont aujourd'hui oui. Exactement. Exactement. C'est justement ce que j'essaye de montrer dans le cas de Grenoble où justement voilà, on avait un tissu comme ça de... Oui, c'est difficile à circuler, mais aujourd'hui on avait du coup des lignes de tramway à l'époque qui pouvaient aller jusqu'à plus loin de Villard-de-Lans. Et ici, vous avez Grenoble, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lens-en-Vercors. Cette ligne, ici, faisait le tracé.
le projet de transport par câble à Grenoble, c'est Grenoble, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lens-en-Vercors. C'est le même tracé qui était réalisé il y a ça 50-60 ans par une petite voie de tramway. Donc, oui. Je crois que, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur les transports. J'étais embauché à l'époque pour ça, et notamment pour étudier le tracé du tramway. Villefontaine, l'île d'Abo, Frontonat, Saint-Marcel-de-l'Accueil, Bourgoin-Jallieu, etc. J'arrivais de la RATP, j'étais embauché comme ingénieur de la RATP pour dessiner le projet du tramway, transport en commun site propre, mais avec une idée de tramway. Ça s'est réalisé en partie sur Villefontaine, ça a commencé par un petit bout de tronçon. C'est exactement la même histoire que la photo que vous avez montrée pour le POMA. Le POMA, moi j'étais à la RATP, on l'étudiait pour relier terminus de la ligne 1 du métro, je crois, pour aller à la Défense ou à Cergy. J'arrive ici, il s'étudie entre Saint-Exupéry et l'île d'Abo, Grenoble étudiait de son côté, donc il y avait du POMA Gazzi partout à l'époque. Bon, ceci pour dire que quand on étudiait ça, on était avant le premier choc pétrolier, on était à la fin des 30 Glorieuses, et on était sur des perspectives de croissance de population partout qui étaient explosives. Donc on était dans un contexte général qui était, il faut faire face. Il faut faire face à l'arrivée de population, à la densité, etc. Et donc tous les moyens, enfin imaginés et considérés comme crédibles, étaient des moyens lourds, de type métro, tramway, etc. partout, avec des densités. Tout s'est inversé en 1975, avec les perspectives de population de l'INSEE, le premier choc pétrolier, etc. Et donc la ville nouvelle ici a failli ne pas démarrer, puisque le contexte qui avait présidé à son imagination était en train de se retourner, et au bout du compte, quand même, il a été décidé de créer cette ville nouvelle, mais avec des densités extrêmement faibles. Et je pense qu'il ne faut pas Enfin, moi, à l'âge que j'ai, je ne me raconte plus d'histoire sur ces sujets-là. Je pense que si la voiture est autant développée, c'est qu'elle a de très très gros avantages. Et entre guillemets, malheureusement. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen d'avoir l'intérêt du transport individuel qui fait du porte-à-porte, etc., on n'aura pas d'autre solution que de faire de la densité sur du transport en commun. Donc il faut faire des villes denses. La ville nouvelle n'est pas une ville dense, c'est une ville, ce sont des petites villes, c'est un choix d'urbanisme, vivre à la campagne, etc. Mais imaginez à l'époque avec des fortes densités. Donc on pouvait peut-être imaginer qu'un système de transport en site propre de centre à centre, entre Villefontaine, l'île d'Abo, une ville de même taille qui aurait été sur Four, Bourgoin-Jallieu, enfin tout ça est dans la même taille que Bourgoin-Jallieu en fait, à chaque fois 25 000 habitants. Bon, peut-être c'était jouable. Avec les densités qu'on a maintenant, évidemment non. Donc, et on reviendra peut-être aux densités, on parle de la ville utopique actuelle, qui est la ville dense, écologique, avec des arbres sur le toit, sur les façades partout, et des vélos partout, comme on avait rêvé il y a 40 ans. Exactement. Oui. Allez. Du territoire qui est énorme ici, et c'est un peu entre guillemets le cauchemar pavillonnaire. C'était une ville vraiment horizontale et qui a pris énormément d'espace au sol. Non, moi je On en parle l'autre fois. Oui, je reviens sur l'histoire de la gratuité dans les transports, parce que bon, il y a l'exemple de Bagne que tout le monde connaît, il y a celui de Châteauroux, c'est quand même des choses qui ne fonctionnent pas si mal que ça. Ah oui, oui. Dans les Alpes-Maritimes, il y a les transports sur tout le département à 1 euro. Je crois que ça fonctionne encore, et ça fonctionnait pas trop mal. Le problème du coût, c'est si on est tout seul, bon par exemple on est une fontaine dans l'île d'Abo, on veut aller à Lyon. Si on est tout seul, ça vaut le coup le transport en commun. Si on est 4, il vaut mieux prendre une voiture, hein. Ça c'est clair, parce qu'au niveau du prix, c'est 4 fois plus cher un transport en commun que quand on est tout seul. En voiture, c'est pas pareil. Donc, moi, je pense qu'une bonne solution, c'est d'arriver à la gratuité. Quand j'ai parlé des exemples de Châteauroux, par exemple, il y a eu une augmentation de... il y a plus de gens qui l'ont pris, parce qu'en fait, il y a un effet pervers quand même dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des gens qui se déplaçaient avant à pied et qui ont pris les transports en commun, parce que c'était devenu gratuit.
Mais l'augmentation était quand même relativement faible. Oui, alors attention, juste, j'ai pas dit que la gratuité n'avait pas des effets. J'ai dit que les études qui avaient été faites sur la gratuité ne montraient pas une augmentation des usagers dans les transports. J'ai pas dit que ça marchait pas, ou que j'ai juste dit que les différentes études qui ont été faites sur des réseaux de transport qui avaient instauré la gratuité n'ont pas connu une telle augmentation de nombre des usagers que ça. C'est juste ça. Moi je suis... Il y a eu une petite augmentation. Oui, mais... Oui, au départ, oui, parce que c'était des gens qui l'ont pris, qui ne le prenaient pas. Orval en particulier, c'était le premier pour Château. Les horaires de bus, c'est qu'à 6h du matin, des fois, ils ne commencent même pas à 5h. Il y a les horaires aussi, la question des horaires. C'est pas bien les horaires. Effectivement, je pense que pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas les horaires de travail en journée, c'est très compliqué, je pense, de se déplacer en dehors, quoi. Maintenant, il y a un autre problème aussi avec les transports publics, les transports en commun, c'est que, bon, il y a des problèmes effectivement d'horaire, il y a des problèmes de régularité aussi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, si j'embauche quelqu'un, s'il vient au travail, je ne le prends pas. Voilà, parce qu'il avait vraiment un cheval. Ouais. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Pour revenir sur la gratuité, juste un dernier point, je ne suis pas contre la gratuité dans les transports, hein, loin de là. Je dis juste que, comme je le répète, que les études qui ont été faites à ce moment-là montraient qu'il n'y avait pas un réel impact sur le nombre d'usagers dans les réseaux de transport. C'est juste ça. Mais idéologiquement, je pense qu'effectivement, il faudrait tendre vers la gratuité des transports et que ça permettrait, comme vous l'avez dit, de se déplacer beaucoup plus facilement, même avec le réseau existant. Mais ça, c'est mon avis. C'est beau, quelqu'un a quelque chose à rajouter pour... Je laisse la conclusion à quelqu'un dans la salle s'il le souhaite. Non, personne. J'ai une dernière chose à rajouter. Oui, vas-y. Donc, je pense juste qu'il y a la question des transports au sein de la ville humaine, par exemple Grenoble. Et après, donc, celle comme l'histoire du câble qui connecte Grenoble au Vercors, donc de la ville à la campagne. Et que finalement, la question du transport, ça devient plus, comment dire, quand il s'agit des questions de la ville à la campagne, c'est... Mais c'est plus comme traiter un symptôme. Et j'ai l'impression que le problème aussi, c'est que finalement, les gens qui viennent de la campagne, souvent, vont chercher leur boulot en ville, donc ça va leur amener à faire plein de déplacements. Et que aussi, le problème à la base, c'est qu'à la campagne, il faudrait peut-être redynamiser, pouvoir travailler là où on habite, en fait. Et déjà, ça causerait moins de problèmes de transport. Et il y a aussi le problème de la pollution, donc avec tous ces déplacements. Et donc après, la solution, quand on habite dans la ville, pour pouvoir se déplacer, avoir le covoiturage, les transports plus abordables économiquement, enfin plus accessibles en général, au niveau des horaires, etc. Non, mais je suis bien d'accord sur la question pour relier les espaces urbains et périurbains, tous les enjeux qui vont être les nôtres dans les années à venir, puisque comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que la voiture, même si elle est très avantageuse, sous sa forme actuelle, du moins, elle est amenée à disparaître très très rapidement pour être remplacée peut-être par des voitures électriques, et dans ce cas, ce serait qui aura peut-être la même forme, mais du coup, les pratiques ne seront peut-être pas les mêmes, puisque pour l'instant, les capacités de batterie ne permettent pas les mêmes types de déplacements que l'essence. Et je pense que ce qui peut amener la fin de cette hégémonie de la voiture, c'est justement cette transition énergétique dans laquelle on est malgré nous, et que même malgré tous ces avantages, une voiture, s'il n'y a plus d'essence, elle n'avance pas, et il faut inventer peut-être autre chose pour se déplacer. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien.